Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Loisel-Goulet. Elle nous présente Mentalement parlant. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, développer sa résilience. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres, sa chronique « Pourquoi les personnages du cinéma nous inspirent ». Bienvenue chez nous. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. J'accueille maintenant mon invité Alexandra Loisel-Goulet. Bonjour Alexandra, bienvenue à l'émission. Salut! Hey, merci beaucoup de me recevoir. Ça nous fait plaisir, ça me fait plaisir. On t'a déjà reçu dans le passé, puis c'est intéressant, ton parcours est intéressant, ton implication, quand on parle de santé mentale, puis qu'on parle d'aider les gens, puis d'être présente, puis j'irais jusqu'à dire, tu es presque une ambassadrice de la santé mentale, avec toutes les années que tu as à démystifier le tout. Donc, comment j'aimerais ça que tu te représentes, en fait, juste pour que les gens se situent, là, qui tu es, puis après ça, on va évidemment échanger sur tes projets et tout, là. Ben, super. Ben, en fait, c'est ça, je m'appelle Alexandra. Moi, je suis une fille là, qui a eu un parcours en santé mentale moi-même, qui a eu besoin de parler de ça, qui a eu besoin de ventiler, de m'assurer que je n'étais pas tout seul à vivre ça, d'aller parler plus fort aussi pour les gens qui sont pas capables d'en parler. Parce que je trouvais que quand moi j'avais parti mon blog au début qui s'appelait La fille et son anxiété, tout ça, on m'avait beaucoup appelé pour me dire « Hey, moi aussi je vis ça, mais je veux pas en parler. Je trouve ça gênant, je trouve ça honteux. » Fait que moi, je trouvais que ça avait pas de sens d'avoir honte de ça. Ouais. C'est un peu par ça que, tu sais, ça m'a allumé là, de partir un blog là, pour parler de ça, pour justement démystifier qu'est-ce qui se passe là, par rapport à la santé mentale. Fait que, tu sais, on remonte il y a 9 ans déjà, c'était encore tabou aujourd'hui, mais il y a 9 ans, c'était quand même très tabou. Fait que ça m'a juste poussé encore plus. Puis, ben, tu sais, j'ai tellement aimé ça, faire des conférences, parler de ce que je vivais, tout ça, que, ben, tu sais, j'ai décidé d'aller étudier là, en éducation spécialisée. Tu sais, pour me dire, bon, mais regarde, tu sais, là, je vais aider les gens concrètement avec une expérience puis des études. Oui. Puis là, dans le fond, là, j'étais à l'université en train de faire un certificat en santé mentale. Oui. Puis, je ne sais pas si tu nous en avais parlé, tu m'en avais parlé dans les premières entrevues qu'on a fait ensemble, mais au départ, est-ce que la base de communication, parce que tu es devenue une communicatrice avec les réseaux, en étant. Mais est-ce que ça, tu avais toujours eu ça en toi ou si c'est comme venu un petit peu par hasard? Dans le sens que qu'est-ce qui t'a poussé à dire, ben, je vais mettre ça dans les médias, en fait, je vais publier un peu les choses que je vis pour que les gens puissent se reconnaître? Ben en fait, tu sais, moi, j'ai travaillé en communication là, de l'âge de 18 ans à l'âge de 32-33 ans. Fait que, tu sais, moi, je travaillais plus dans le milieu culturel, la musique, de l'humour et tout ça. Fait que, tu sais, j'étais déjà à l'aise là, à communiquer des choses, à comme voir l'impact de ce que les paroles peuvent avoir sur les gens. Puis, en fait, ben, tu sais, c'est juste que quand je suis tombée en dépression, puis que là, j'ai fait « Hey, je dois pas être seule à vivre ça. » Puis moi, ben, j'avais comme l'impression que d'en parler, moi, ça me guérirait moi. Moi, de base, ça a été vraiment égoïstement, peut-être, que je l'ai commencé. En me disant, ben, tu sais, écrire dans un cahier, ça fait du bien. Bah, je vais écrire sur Internet, puis regarde, tu sais, je vais m'en servir un peu comme un journal intime, si on veut. Mais que les gens pourront lire. Puis si ça résonne en eux, tant mieux. Puis si ça résonne pas, ben, regarde. C'est pas plus grave que ça. T'étais-tu posé la question ou avais-tu pensé que ça pouvait être, tu sais, d'exposer des choses, tu sais, souvent, c'est pas tout le monde qui est prêt à exposer sa vie. D'une certaine façon, ça sent que tu dis la totalité de ce que tu vis, mais tu sais, c'est quand même intime. Donc, est-ce que tu t'étais quand même, ou tu t'es dit, ben j'y vais, puis on verra ce que ça va donner? Ben moi, j'y allais vraiment avec, on verra ce que ça va donner. Déjà, tu sais, quand j'ai eu mes 30, 40 premières personnes, j'en revenais même pas. Mm-hmm. Fait que tu sais, puis ça a continué à grandir. Puis, tu sais, moi, plus ça grandissait, plus ça me faisait plaisir de voir qu'il y a des gens de plus en plus qui parlent de ça puis qui sont contents d'entendre parler de santé mentale. Fait que, non, moi, je me suis jamais vraiment censurée.
parce que pour moi, c'est important. Si moi, je me censure, les autres aussi se censurent, puis si on se censure toutes, ben on s'en sortira pas là, du stigma puis des tabous. Fait que moi, je pense que c'était ma façon à moi de faire ma part. Oui. Et tu parlais tantôt que justement ton environnement s'appelait La fille et son anxiété. Il y a beaucoup de gens qui se sont associés à ça, qui sont venus se brancher, ou en tout cas qui sont venus membres ou ils t'ont suivi. Tu as décidé de changer assez récemment, je pense, pour un nouveau nom qui s'appelle Mentalement parlant. Pourquoi? Oui. Ben en fait, tu sais, j'ai eu moi j'ai parti mon blog, comme je te disais, en me disant, moi, je vis de l'anxiété. Fait que tu sais, je l'avais vraiment ciblé sur Alexandra, qui vit de l'anxiété, puis qui parle d'anxiété, de ce que je vis. Ça m'a été utile pendant plusieurs années. Maintenant, j'avais envie, je pense, de détacher aussi de juste moi. J'avais envie de parler juste d'autres choses aussi que juste l'anxiété. Puis aujourd'hui, je pense que ça me représente plus parce que l'anxiété fait plus autant partie de ma vie qu'elle a fait partie. Fait que quand moi je commençais à entendre dernièrement la fille et son anxiété, c'est plus tant vrai. Tu sais, c'est la fille qui a vécu de l'anxiété, mais aujourd'hui, je vis plus cette anxiété-là parce que j'ai pris les moyens, j'ai trouvé des trucs, ça fonctionne. Je dis pas que ça m'arrive pas de temps en temps, mais ça me représente plus au quotidien. Puis je pense que de voir toujours ça, ça faisait, ben oui, je me sentais réduite à ça. Mm-hmm. J'étais comme, non, c'est pas ça. Puis j'avais envie de partager vraiment plusieurs, tu sais, depuis que j'ai mes études en santé mentale, j'étais comme, j'ai découvert plein de trucs. Fait que pour moi, c'était comme, j'ai envie de verbaliser, j'ai envie qu'on comprenne c'est quoi les troubles de santé mentale, dit par une fille qui va comme te vulgariser ça, puis qui va, tu sais, te montrer à quel point ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on entend dans les livres, c'est peut-être pas ça finalement. T'sais. C'est une bonne nouvelle, en fait, que tu as changé de nom, parce que comme tu dis, c'est un peu une étiquette que, tu as commencé comme ça, tu vas pas renier ça, mais en même temps, je trouve que c'est une belle évolution de dire, j'ai un peu surmonté l'anxiété, mais je suis toujours aussi intéressé par les problèmes de santé mentale, puis on a tous une santé mentale. Puis j'imagine que c'est un peu ça ta réflexion. Exact. Puis on a toute une différente santé mentale, puis je pense que c'est en comprenant la santé mentale plus... tu sais, comme quand on l'explique vraiment, je pense que c'est là qu'on va baisser un peu nos tabous parce que des fois, on voit des réactions, puis on fait comme... Puis là, excuse-moi le terme, mais ça, on peut dire « Ah, elle est folle », tu sais, puis moi, ça vient me chercher parce que la personne, elle comprend pas ce qui se passe. Mais si elle a lu par un blog, par un post, par que... Hey, c'est quoi qu'il y a derrière ça? Ben, des fois, le jugement va peut-être être moindre. De plus en plus, descendre. Est-ce que tu as vu au cours des années les gens qui te suivent, justement, dans les environnements sociaux? Est-ce que tu as vu une évolution aussi de leur côté? Parce que, tu sais, au début, tu disais, bon, j'avais 40 personnes, puis j'en revenais pas, mais petit à petit, il y a eu des milliers de personnes qui se sont ajoutées là, à tes environnements. Est-ce que ces gens-là, tu sens aussi qu'il y a eu comme une évolution de leur côté? Oui. Ben, tu sais, les gens, c'est sûr que, tu sais, ma communauté aussi a quand même relativement soit des proches qui ont des troubles de santé mentale ou eux-mêmes. Fait que, tu sais, d'emblée, ils se reconnaissaient beaucoup en moi. Mais, tu sais, oui, j'ai eu des évolutions ça m'arrive d'avoir des commentaires, tu sais, un peu plus, tu sais, en privé, mettons, hey, moi, tu sais, j'avais des jugements, puis merci beaucoup, tu sais, ça m'aide à comme comprendre. Puis c'est ça qui m'a comme poussé à faire, OK, mais je veux vraiment que les gens comprennent. Ouais. Mais de façon, genre, soit humoristique, soit éducatrice, tu sais, de façon à les éduquer, mais positivement. Tu sais, moi, j'ai envie de faire rayonner aussi la santé mentale, parce que, tu sais, il y a plein de beaux côtés à ça. Oui, sans cacher la réalité. Là. C'est un peu ce qu'on fait à l'émission. Dans le fond, on essaie de montrer le vrai portrait. Puis c'est pas vrai que c'est larmoyant tout le temps. Puis ça peut l'être, mais c'est pas toujours le cas. Puis des fois, il y a des victoires, puis il faut les mentionner. Oui, exact. Alexandra, ce qui est intéressant aussi, je pense que tu travailles sur un prochain livre. Tu nous avais déjà présenté ton livre là, qui était intéressant là, sur les années 80, entre autres. Oui. C'est ça. Et puis, c'est ça, tu travailles sur un nouveau livre. Est-ce que c'est un livre un peu dans la même veine ou c'est autre chose?
Non, c'est la suite, en fait. Là, ça va être les années 90. Oui, c'est bon. Et, tu sais, le titre, là, c'est The Show Must Go On, dans le fond. OK. La chanson de Queen. Et, tu sais, là, on va suivre vraiment le personnage principal du premier livre, mais qui accouche d'un enfant qui a une problématique cardiaque. OK. Et elle-même a ses propres démons encore de santé mentale. Donc, ça va être vraiment de comment une personne, une mère qui a des troubles de santé mentale peut survivre à un trouble de santé physique de son enfant. Puis de tout ce qui se passe autour de ça. Ça ajoute un stress, puis ça ajoute un élément là, que, on dit souvent la santé mentale, c'est plus il y a d'éléments négatifs qui arrivent, ou en tout cas, si on appelle ça négatif, mais en tout cas des éléments stressants, disons, de la vie, là, on pourrait dire. Plus il y en a, souvent, plus il y a des chances que la personne développe, ou en tout cas, empire, en fait, sa situation en santé mentale. Oui, c'est clair, parce que c'est tellement imprévisible. Ouais. C'est un peu comme... tu sais, Sonia Lupien, elle parle beaucoup, mettons, du ciné, tu sais. Ouais. Le ciné, ça va être beaucoup, bon, ben, qu'est-ce que je peux pas prévoir? Qu'est-ce que une nouveauté? Fait que tout ça, ça se retrouve dans un trouble comme, tu sais, une cardiopathie, par exemple. Fait que, tu sais, puis là, c'est de voguer à travers ça de, déjà, la maternité, t'as le postpartum, t'as tout ce qui vient avec ça, la nouveauté d'une nouvelle mère qui a comme pas nécessairement d'enfants autour d'elle. C'est son premier. Puis en plus, il y a quelque chose qui cloche, là. Il y a quelque chose qui cloche. On lit le mieux vivre, puis c'est comme, mon Dieu, mon enfant, c'est pas ça. Fait que c'est toutes les remises en question de est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je vais être capable d'être une bonne mère? Est-ce que c'est moi qui cause cette problématique-là? Puis, tous les troubles avec la médecine qui viennent te rappeler, est-ce que vous êtes anxieux? Vous, oui, ben ça doit être ça. La famille qui disent, ben non, c'est parce que tu es anxieuse que ton enfant réagit comme ça. Fait que, tu sais, c'est tout ce portrait-là un peu que j'avais envie de montrer. Puis, tu sais, c'est une petite table dans le dos aussi à tous les parents qui ont des enfants à Sainte-Justine puis qui se battent avec leurs enfants aussi, tu sais. Ouais. On va souvent parler de l'enfant, mais rarement on va avoir vraiment le côté de ce que vivent le parent au quotidien. Puis je trouvais ça intéressant de le montrer aussi. C'est bien. Quand tu vas le publier, on va te réinviter. Ça nous ferait plaisir d'en parler plus en détail puis de le renommer, tout ça. Avant de terminer, Alexandra, comment on fait pour te trouver, justement, quand on parle de ton environnement au niveau des réseaux sociaux, mentalement parlant? Là, tu es à plusieurs endroits. Qu'est-ce qu'on cherche? Bien là, en fait, pour l'instant, ça va être sur Facebook parce que comme je fais mes changements... fait que pour l'instant, là, ça va être Facebook mentalement parlant. Ouais. Il va y avoir un site, là, éventuellement, là, mentalementparlant.com. Puis, là, éventuellement aussi, tu sais, tout s'en vient, là. Tu sais, il va y avoir un podcast, tu sais, que je vais mettre sur pied, là. Mais tout parle de, tu sais, en allant sur Facebook, on se trompe pas, là, en cherchant mentalement parlant, puis on va te trouver, c'est sûr. Tous mes liens éventuels, dès que je les... dès qu'ils passent là, sont en construction, dès qu'ils vont être en ligne, là, il va y avoir des posts Facebook, là. C'est ça. Ça va nous tenir au courant. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Encore une fois, c'est toujours un plaisir, Alexandra Loisel-Goulet. C'est pas la première fois, puis c'est pas la dernière. Ce serait vraiment intéressant de parler de ton livre quand il sortira. Certainement, ça va me faire plaisir. Bien, merci beaucoup, puis à la prochaine et bonne continuation. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir. On y va maintenant avec le segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, le sujet que tu nous amènes, développer sa résilience. Oui, développer sa résilience. La résilience, c'est un mot qu'on entend souvent depuis déjà maintenant plusieurs années. J'ai appris que le mot résilience, c'est un mot, il y a plusieurs années, qui était utilisé seulement en chimie ou dans des circonstances de laboratoire. C'est un mot qu'on appliquait pour les matières, etc. On disait moins ça dans le temps, dans le sens qu'on le
dit maintenant. Là. Oui, dans les années passées, peut-être qu'on aurait parlé de persévérance ou de courage. Ouais. Mais de toute façon, j'ai été attiré par un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Développer sa résilience, 9 clés pour rebondir après une épreuve ». Ou même d'adaptation, peut-être. On pourrait dire que cette personne-là s'adaptait facilement. C'est un peu ça, elle est résiliente. Donc, oui. C'est intéressant, 9 clés. Oui, alors j'ai pris ça sur le site la clinique E-Santé. C'est un site que je visite à l'occasion avec plusieurs sujets intéressants. C'est écrit par une dame du nom de Margot, simplement Margot. Oui, c'est vrai, les prénoms là-bas. Oui, et je me souviens j'ai déjà lu un article de cette dame. Ouais. Alors, Margot nous dit qu'est-ce que la résilience? Bien, en psychologie, on parle de résilience pour désigner la capacité à surmonter un choc traumatique. Ce phénomène psychologique aide un individu victime d'un traumatisme à prendre conscience de son événement traumatique pour ne plus vivre dans le malheur. L'enjeu est de se reconstruire en acceptant les épreuves difficiles. Cette caractéristique est donc la capacité à se développer et à avoir une bonne tolérance à l'adversité. Cette capacité peut se manifester à des degrés plus ou moins élevés en fonction des individus. Bien que cette aptitude soit innée chez certains, il y a donc un facteur génétique. D'autres facteurs sont également à prendre en considération, tels que l'état physique, la santé mentale et l'environnement extérieur. Plusieurs clés peuvent aider à développer sa capacité à affronter les épreuves de la vie. Clé numéro 1. Prendre du recul. La première clé pour développer sa résilience est de prendre du recul afin de mieux appréhender une situation difficile. Cela aide à voir les choses avec davantage de neutralité et à s'en détacher. Pour cela, certaines questions peuvent vous aider. Par exemple, qu'est-ce que je penserais de cette situation ou de ce changement dans un mois, dans un an ou même dans 5 ans? Peut-être que des années plus tard, aucun souvenir de cette difficulté rencontrée ne sera perceptible. Margot nous dit la prise de recul aide à voir une situation autrement et à relativiser en la rendant plus objective. Quelques techniques peuvent aider à prendre ce recul. Premièrement, écrire son problème sur une feuille afin de le rendre concret et de libérer ses pensées. Deuxièmement, répartir les points clés du problème en 2 colonnes. La première pour inscrire les choses concrètes et la seconde, les suppositions. Et troisièmement, réfléchir aux sujets sur lesquels il est possible d'agir et ceux sur lesquels cela n'est pas possible. Cette clé permet de se détacher de l'inquiétude et de l'anxiété d'une situation problématique ou traumatisante. Par ailleurs, des techniques de respiration ou encore la sophrologie, qui est une forme de contrôle de la respiration, peuvent aider à lâcher prise. Clé numéro 2, donner du sens à un échec. Chaque échec est porteur de sens afin de faire mieux la prochaine fois. Il doit permettre de tirer des enseignements et ce, peu importe le domaine dans lequel est vécu l'échec, qu'il soit sportif, professionnel, personnel, etc. Parvenir à donner du sens à un échec crée une force intérieure chez la personne qui le vit. À titre d'exemple, un individu qui pratique la course à pied et qui n'a pas réussi à atteindre son objectif sur une compétition va se sentir frustré, déçu et peut-être même avoir envie d'abandonner. Il pense que cette discipline n'est pas faite pour lui. Si cette personne est dotée de cette force intérieure, alors elle va analyser cette compétition pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans le but de faire mieux la prochaine fois. Une personne résiliente se veut persévérante avec un bon équilibre psychologique pour réussir à prendre de la distance face à un échec afin de pouvoir rebondir. Clé numéro 3, être optimiste. Être résilient, c'est aussi développer une perspective optimiste. Le regard qu'une personne porte sur un événement influence sa manière de penser. L'optimisme joue un rôle sur l'état d'esprit de croissance de cette dernière. En outre, cette personne pense que ses compétences peuvent être développées grâce à un travail constant, un soutien familial et un soutien social.
En adoptant l'optimisme, les individus tendent vers une évolution d'eux-mêmes, qu'elle soit d'ordre personnel ou professionnel. Pour développer sa force, il est essentiel de travailler sur sa perception. Certaines personnes se sentent accablées à la suite d'un événement traumatique, mais certaines parviennent à voir ce passage comme une étape essentielle vers un changement, voire une nouvelle vie. Travailler son optimisme permet de voir un ou des avantages dans une épreuve. Cet état d'esprit permet de surmonter les difficultés avec plus de légèreté. À titre d'exemple, après une rupture amoureuse, il est fréquent de ressentir de la tristesse et de la douleur. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan. Oui, on va poursuivre le même sujet à l'espresso allongé, développer sa résilience. Merci, Pierre. À venir dans cet épisode de Folie douce, Catherine Stassin apporte sa chronique « Pourquoi les personnages du cinéma nous inspirent ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte continue avec « Développer sa résilience ». Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les. J'accueille maintenant Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Aujourd'hui, ta chronique, pourquoi les personnages du cinéma nous inspirent? Oui, dans le fond, pourquoi on va au cinéma et pourquoi certains films, et en tout cas certains acteurs et personnages nous inspirent plus que d'autres. De base, le cinéma, c'est inspirant. Oui, je pense qu'on... On y va pour se divertir aussi, oui. Mais ici, on va un peu s'intéresser plutôt à ce qui nous inspire plutôt que ce qui nous divertit. Ça peut être les deux aussi. Hein. Ouais. Mais on arrive même à se dire, tiens, dans le fond, ces gens-là nous aident dans la vie parce que, bon, ils nous inspirent, mais ça peut aller jusqu'à nous aider dans la vie de voir certains films. Il y a des films bouleversants au point où on chemine, dans le fond. Et c'est dû à quoi, dans le fond? C'est dû à un phénomène qui s'appelle l'identification. Quand il y a identification, mais des fois, il n'y a pas identification, parce qu'on adore aussi les grands méchants, et c'est pour d'autres raisons, d'accord? Mais quand on s'identifie et qu'on voit des personnages qui nous servent de modèle, ça peut être comme les films très connus ou les séries Downton Abbey et les Chroniques de Bridgerton, je ne sais pas si tu vois, où en fait... C'est un autre monde qui est projeté à l'écran. Ça nous fascine et ça nous inspire comme autre monde, où il y avait des valeurs très établies pour ce qui est Downton Abbey. Ouais. Je ne sais pas si tu penses à un film pour ça. Non, c'est presque historique. C'est vrai, c'est ça. On voit une partie de l'histoire. Voilà. De l'histoire, dans le fond. Et on voit aussi qu'on les place dans la société très, très, très net. Et entre l'homme et la femme aussi, c'était très net. Comme il n'y avait pas beaucoup d'entre-deux, quoi. Ouais. Donc ça peut être ça. Ça peut être une projection d'un autre monde auquel on peut s'identifier et de manière romantique. Hein, on peut aimer Downton Abbey, même si c'était pas rose tous les jours. Et on peut se projeter nous-mêmes aussi. Ça, c'est quand on va s'identifier vraiment à un personnage, comme le journal de Bridget Jones, où c'est une jeune femme qui ressemble à beaucoup de jeunes femmes de 30 ans qui se posent plein de questions. Tiens, j'ai pas de copain, ou j'en ai un, mais ça marche pas. Ou pour les gars, je pensais à Jason Bourne ou Neo dans Matrix. Je trouve que c'est des personnages où, si j'étais un gars, je m'identifierais peut-être un peu. Ou même comme une fille, je me dis Jason Bourne, c'est vachement chouette ce qu'il fait. Je sais pas si tu penses à un film, toi, où tu peux t'identifier toi-même par rapport au bien que fait la personne ou par rapport à la vie qu'il mène, tout simplement. Ben moi, souvent, le film lui-même ou le cinéma, je trouve qu'il inspire, puis il apporte une réflexion. Il nous amène à apporter une réflexion
sur notre vie, sur la vie, sur un sujet. La plupart des films, nous, comme tu disais tantôt, soit nous bouleversent ou nous remuent. Mais il y a l'horloge biologique, je ne sais pas si tu te rappelles ce film québécois. Je me souviens de cette... Où on voit tous des trentenaires, justement, qui ont plein de réflexions sur leur vie personnelle. Ça secoue, même si on n'avait pas 30 ans à cette époque-là ou quoi, ça secoue parce que c'est des couples qui se déchirent un peu ou qui restent ensemble, etc. Mais tout le monde a vécu un petit peu ça aussi. Donc, ça interpelle. Et il y a la parentalité là-dedans aussi. Oui, la parentalité, tout à fait. Est-ce qu'on est rendu là? Oui, ou pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on veut fuir ça? Est-ce qu'on veut rester éternellement ado? C'est vrai. Est-ce qu'on veut fuir sans courir? Oui, mais c'est pour ça, je trouve que ça fait faire des réflexions, le cinéma en général. Tout à fait, Les personnages, évidemment, ceux qui jouent bien les rôles, ils nous inspirent. Bons acteurs. Ouais. Bon, donc, il y a aussi le fait de... On peut parler des bons avant, on va parler des méchants, mais on va parler des bons. Et ça, un bon personnage, alors que ce soit homme ou femme, ce qu'on appelle un bon, entre guillemets, ça c'est... Peu importe le sexe ou l'âge, en fait. On va s'identifier aux valeurs morales véhiculées, en fait. Aux bienfaits comme Robin des Bois, la Reine des Neiges, Spider-Man, Superman, Wonder Woman, mais et au Catwoman, je suis sûre qu'il y a des mecs, il y a beaucoup de mecs en tout cas avec qui j'ai déjà discuté, qui trouvent ça assez génial. Et donc, quand c'est quelqu'un qui fait du bien, il n'y a pas besoin d'être identifié ni au sexe ni à l'âge, en fait. Ça, c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est ça que ça fédère beaucoup de personnes. Spider-Man et Superman, ça amène beaucoup ou le Marvels. Le Marvel, ça amène beaucoup de spectateurs. Mais Catwoman, dans l'original de Batman, c'était une relation un peu avec l'original dans les années 60, là, Batman. Catwoman était comme une femme un peu... était en séduction, mais c'était quand même une méchante. Donc, Batman était comme pris un peu avec ce dilemme-là. À gérer. Ça, c'est bon. Oui, ça, c'était intéressant comme... Voilà. Et on peut aussi... Donc, maintenant, je parlais de tous les gens qui s'identifiaient, mais on peut aussi ne pas s'identifier, d'accord? Et donc, là, ça va être un personnage qui peut être même, pas seulement méchant, mais même violent. Et extrêmement violent, et même sadique. Et donc, pourquoi? Parce que on ne peut pas exprimer ces craintes-là. Nous, dans le quotidien, on dit, oui, là, je vais tuer mon boss ou quoi. Non, on ne peut pas dire ça. Ça ne se dit pas. Ou autre chose. Ou ma voisine, ou des choses comme ça. Ça se fait pas encore. Ou mon mari, ou ma femme. Donc, en fait, on peut voir des films. C'est de la fiction, mais ça... Oui, la famille Adams, il y a des côtés comme ça un peu grinçants. Ou bon, le fameux Silence des agneaux. Pourquoi c'est un succès fou alors que c'est des histoires horribles, dans le fond. Et le Titanic aussi, dans le fond, c'est un drame, mais ça marche quand même. Et les gens peuvent aussi s'identifier, enfin, ils ne vont pas s'identifier à un méchant, mais il y a quand même beaucoup de gens qui restent dans la cale. Et pourtant, les gens qui voient je veux dire, c'est quand même assez triste comme histoire quand on y pense. Il y a des gens qui se sacrifient, finalement. Il y a des gens qui n'ont pas eu le choix et qui étaient enfermés dans la cale parce qu'ils étaient d'une classe sociale inférieure. Donc, on fermait les verrous. Ils pouvaient juste couler, ils n'avaient pas le droit de s'échapper. Jack a un peu réussi, même s'il est mort sur sa planche, là, comme tout le monde sait. Pour ceux qui ont dû voir le film. Oui, c'est ça. En général, beaucoup l'ont vu. Tout le monde a vu Titanic. Sinon, allez le voir quand même. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre, toi, comme personnage de méchant, là, auquel tu penses? En fait, moi, c'est sûr que la trilogie du Parrain, ça reste... Oui, ça, j'allais en parler. Ça reste quelque chose, parce que... C'est violent, ça. C'est violent, mais c'est quelque chose qui est... Mais on est fasciné. Pas nécessairement qu'on s'associe aux personnages, mais ces personnages sont forts, puis nous poussent peut-être à être fascinés, justement. C'est plus la fascination. En fait, on voit que ce qui est intéressant dans le personnage, c'est qu'il n'est pas aussi noir ou blanc. C'est-à-dire qu'il veut arrêter, et donc on se dit, tiens, il va avoir un comportement entre guillemets moral, il va arrêter les meurtres en série, enfin les meurtres pour avoir une zone de pouvoir, etc., pour son clan. En fait, quelque part, on espère un petit peu. Bon, et puis pour finir, il s'embourbe parce que le fait de vouloir défendre son clan lui fait commettre des meurtres et ça fait boule de neige dans le fond. Et pourtant, lui, au départ, on croit à sa bonté au personnage, je trouve. Moi, en tout cas, je suis tombée dans le panneau. Je me dis, vraiment, le gars, il est bon, en fait, c'est pas possible. Et il veut sauver son clan et c'est le plus jeune.
Et il va y arriver, c'est pas possible autrement. Mais on parle de Al Pacino avec oui, excusez-moi, c'est de Michael Corleone. Al Pacino qui est l'acteur. Oui. C'est ça, mais ce que je pense qui arrive aussi, les personnages, ce genre de personnages-là nous font peut-être nous rassurent dans notre propre vie, dans le sens où on se dit, notre vie, tu sais, c'est tellement gros, là, c'est tellement énorme c'est tranquille. On doit se dire, on est rassuré. Tu sais, oui, on peut aller à la messe tranquille. On vit pas ce genre on peut aller au vie-là, spectacle tranquille, on va pas être fusillé. Oui, c'est sûr que c'est des peurs certainement... mais c'est aussi la qualité du cinéma. Le cinéma a ça de bon, je pense. Comme on disait tantôt, il y a beaucoup d'émotions qui jouent au cinéma, mais il y a aussi des fois de se rassurer par rapport à sa propre vie, par rapport à sa propre existence. Oui. Et on aime aussi au cinéma, maintenant ça change un petit peu, mais les stéréotypes sont différents. Mais il y a eu des années les stéréotypes des blondes. Et il y a encore beaucoup de blagues sur les blondes quand même, et en humour québécois spécialement. C'est assez drôle d'ailleurs. Mais je veux dire, quand on prend Marilyn Monroe à ses débuts, c'était vraiment la caricature et elle a dû jouer des rôles vraiment de blonde typique qui ne réfléchit pas. D'accord ? Et quand elle a évolué, d'ailleurs son dernier film, Les Misfits, je me rappelle jamais le terme en français, Les Misfits de John Huston, elle est quelqu'un qui est divorcé et qui réfléchit à sa vie et qui agit. Donc on voit qu'il y a un stéréotype aussi, mais qui évolue. Donc, on va aussi au cinéma, peut-être pour voir des stéréotypes, mais peut-être aussi pour les voir changer. On espère. Oui. Et Brigitte Bardot, pareil, j'en parle parce qu'elle a eu cette figure innocente au début avec la petite robe Vichy, la petite fille blonde qui réfléchit pas beaucoup. Et puis, elle finit par faire en fait du cinéma de nouvelle vague, où il y a plus de réflexion, notamment dans Le Mépris, de Godard, où vraiment c'est une réflexion sur la vie et le couple en fait. Donc elle dépasse le cliché. Mais peut-être qu'on va au cinéma pour ça aussi, pour voir des films où il dépasse les clichés. Peut-être que ça nous fait vivre des émotions fortes aussi, le cinéma, tu sais, qu'on ne vit pas nécessairement tous les jours. Fait que ça nous permet d'entrer dans cet univers. Et peut-être d'accepter aussi quand il y a un cliché, parce qu'on sait que c'est du cinéma, et puis d'accepter aussi les films progressifs, parce qu'on se dit, oh, ça change, super. Ouais. Et puis, en fait, ce qui est essentiel aussi à dire au cinéma, et la manière dont les films et les personnages peuvent changer nos vies, c'est qu'il y a un phénomène en sociologie qu'on appelle le concernement. C'est un petit peu bizarre comme terme, le concernement. Ça veut dire que on est concerné par une étape de notre vie. Et on peut être concerné, ça peut être la période ado, c'est pour ça que La Boum a eu autant de succès. La Boum, où J'ai tué ma mère, en fait, on oublie, mais c'est vraiment l'histoire d'un ado de Xavier Dolan, là. C'est l'histoire d'un ado difficile qui a une crise, vraiment, qui passe une crise difficile. Et en fait, ça a eu énormément de succès parce que tout le monde a passé l'adolescence, je pense, et tout le monde a regardé le film. Ça vient toucher des cordes à plusieurs personnes. C'est ça. Donc, c'est comment un bon cinéaste, il va toucher le concernement. Il arrive au concernement parce que, le film est bon aussi, en plus. Donc, des choses qu'on a pu vivre ou des choses qu'on imagine qu'on aurait pu vivre. Dans notre parcours de vie. Ou qu'on imagine qu'on aurait pu vivre. Voilà. Il faut qu'il y ait un concernement dans nos étapes de vie habituelles. Ouais. Et ça peut être le cas pour un film qui dépeint une classe sociale particulière à laquelle on appartient. Quelqu'un qui aurait vécu la pauvreté et qui voit l'évolution d'une personne qui a vécu la pauvreté et puis qui s'en sort. Ça peut aller résonner chez des personnes comme ça. Moi, j'ai retenu comme film Bon Cop, Bad Cop aussi, où ça a eu un succès monstre ici. Et pourtant, c'est l'histoire de deux flics. Mais je crois que ce qui reliait le monde, c'était l'humour et la vie quotidienne de ces gens qui ont une vie en dehors et qui, les bons cops, bad cops, on rit beaucoup de leur quotidien, en fait, et puis de leur manière de gérer leur vie en dehors aussi, de leur vie de flic. C'est la même chose pour les boys. Les boys, ça illustre... Tout le monde a vécu, est allé à l'Arena, jouer au hockey, et plus quasi tout le monde. Et donc, on peut se retrouver dans des histoires de vestiaires, etc. Donc c'est peut-être rassurant, d'une certaine façon, de voir. C'est rassurant et on se sent concerné. On a vécu où on connaît bien, on est concerné. Et j'en cite en anglais, American Pie, Footloose, Grease, des choses comme ça, c'est aussi très fort. Pour parler de plus récent, et ça c'est américain, mais je veux dire, les Aliens. Dans le premier, Ellen Ripley, Sigourney Weaver, donc l'actrice, elle est numéro 3 seulement
dans la hiérarchie. Et puis elle finit au bout de 20 ans à avoir des rôles principaux dans Alien. Et donc ça montre aussi qu'il y a une évolution. Et les gens qui adorent Alien, ben, ils ont suivi l'évolution de Sigourney Weaver aussi et de Ripley, de sa manière de gérer son équipage, etc. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant. Il y a aussi des gens... La série qui a eu un succès fou, c'est Mad Max, qui est très violent, ou Matrix, qui est violent à sa manière, mais qui est très évocateur, où les gens peuvent se projeter. En terminant, Catherine, on va mentionner que tu as plusieurs liens qu'on va indiquer dans notre site web. Là, et d'autres films que je cite aussi. Oui, aussi sur ta chronique qui s'intitule « Pourquoi les personnages du cinéma nous inspirent ». Puis on pourra trouver les liens dans notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce. Alors, merci Catherine et à la prochaine. Merci Yvon, au revoir. Au revoir. Vous êtes à Folie Douce parce que la santé mentale nous concerne tous. Nous poursuivons avec le sujet que tu as débuté plus tôt dans l'émission cette semaine, donc à l'Espresso, développer sa résilience. Oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Développer sa résilience, une clé pour rebondir après une épreuve ». J'ai pris ça sur le site La Clinique E-Santé, écrit par une dame du nom simplement de Margot. Alors, celle-ci nous parlait donc de ces clés. Donc, j'étais rendu à la 3e clé qui nous parle d'être optimiste. Et je disais que travailler son optimisme permet de voir un ou des avantages dans une épreuve. Cet état d'esprit permet de surmonter les difficultés avec plus de légèreté. À titre d'exemple, après une rupture amoureuse, il est fréquent de ressentir de la tristesse, de la douleur et de se questionner sur son avenir. Plutôt que de se focaliser sur ces aspects, la personne résiliente va entrevoir cette difficulté comme une opportunité, soit l'opportunité du changement et de se recentrer sur soi et de mieux comprendre ses besoins. Clé numéro 4, adopter la pleine conscience. Margot nous dit accroître sa robustesse face à une épreuve passe également par le fait d'adopter la pleine conscience. Les neuroscientifiques affirment que de s'ancrer dans le moment présent aide à développer sa force au niveau cérébral. Combiner l'approche cognitive et comportementale avec la pleine conscience serait efficace pour augmenter la ténacité d'un individu. Cette approche aide le patient à modifier ses croyances et à prendre conscience d'une situation afin de modifier et d'adapter son comportement. Clé numéro 5, mettre en place un système de soutien. La 5e clé pour renforcer sa capacité d'endurance face à une épreuve est de mettre en place un système de soutien. Au même titre qu'un sport collectif, la résilience se travaille en équipe. En effet, lors d'une période ou d'un événement accablant, il est souvent éprouvant de résoudre un ou plusieurs problèmes. S'entourer de personnes de confiance est un bon moyen de guérison. Grâce à leur soutien, la personne qui rencontre une problématique pourra être accompagnée dans sa prise de recul. De plus, le soutien d'autrui sera bénéfique pour se remémorer les réussites face aux difficultés rencontrées. Il est également possible d'échanger avec un psychologue afin de trouver le soutien nécessaire pour augmenter son endurance. Le thérapeute donnera des conseils et des techniques afin de développer ses capacités. Clé numéro 6, réfléchir à des exemples de réussite. Se remémorer des réussites aide à augmenter la confiance en ses capacités personnelles. En effet, en se souvenant de ses succès, la personne prend conscience qu'elle est capable de faire face à l'adversité et de s'en remettre. À titre d'exemple, dans le cadre professionnel, un manager peut aider son équipe à améliorer cette capacité en lui rappelant comment elle a su rebondir devant un échec. De la même manière, il peut également prendre des exemples d'autres entreprises ou d'autres équipes pour montrer comment ils ont surmonté l'insuccès. Ainsi, l'ensemble des collaborateurs apprend à se montrer résilient pour faire évoluer l'entreprise. Clé numéro 7, renforcer l'auto-efficacité et l'auto-compassion. L'auto-efficacité se définit par la croyance selon laquelle un être humain pense pouvoir agir de manière pertinente pour mener une situation.
Il s'agit d'un critère essentiel pour développer sa capacité à faire face à des épreuves difficiles. En parvenant à renforcer l'auto-efficacité, il est davantage possible de mettre en place des stratégies comportementales efficaces au soutien pour appréhender au mieux les difficultés. Pour développer cette compétence, l'individu doit apprendre à modifier ses croyances et à revoir ses traumatismes du passé pour leur donner un nouveau sens. Cette démarche peut se faire en thérapie avec l'aide d'un psychologue. En effet, ce dernier accompagne son patient à mieux comprendre les événements passés et à en faire une force. Clé numéro 8, nous dit Margot, développer l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle correspond à la capacité qu'a une personne à percevoir, de ressentir et d'utiliser ses émotions. Cette aptitude permet d'agir en fonction de ses propres besoins dans tous les types de situations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Cette force favorise l'expression de ses sentiments. À titre d'exemple, dans un cadre professionnel, la personne résiliente et donc dotée d'intelligence émotionnelle parvient à exprimer ses émotions positives comme négatives. Ainsi, cela facilite les relations au sein de l'entreprise. Il existe 4 caractéristiques de l'intelligence émotionnelle qui sont essentielles au développement de la résilience psychologique. Il y a la conscience de soi, l'expression des émotions, l'autocontrôle des émotions et l'autogestion des émotions. Et la dernière clé, la clé numéro 9, renforcer l'estime de soi. L'estime de soi correspond à la perception de sa propre valeur. Une bonne estime apporte un effet positif sur sa personne et joue sur de nombreux facteurs psychologiques et sur le bien-être. En conclusion, ce trait de personnalité est donc bénéfique pour avancer dans la vie tout en se délestant des conséquences psychologiques sur le long terme. Alors, je m'arrête ici. Oui, merci pour ces très bons conseils. Développer sa résilience. Merci, Pierre. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques secondes avant de terminer cet épisode de Folie douce. Merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie, comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour ton sujet, développer sa résilience. Tu nous as apporté plusieurs clés, plusieurs trucs, finalement, pour la développer. De Margot. Oui, de Margot, notre nouvelle amie, effectivement. C'était très intéressant. Merci pour ça. Notre invité en début, c'était Alexandra Loisel-Goulet. Elle nous a présenté Mentalement parlant. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi avec nous. Son sujet, pourquoi les personnages du cinéma nous inspirent. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.